On va rentrer directement dans le vif du sujet, les Mardis de l'Agri Suède. Donc, c'est une programmation qu'on a démarrée, je crois, en début d'année, hein, et régulièrement, bon, qui traite des thématiques production animale, production végétale sur un marché donné. Donc, aujourd'hui, la Suède. Je passe sans plus attendre, bon, là, il y a tout le sommaire, mais vous allez le voir défiler par la suite. Je vais passer sans plus attendre la parole à Romain, hein, qui va nous présenter données générales, données clés sur la Suède et rentrer dans le vif du sujet et des productions et de l'agriculture suédoise. À vous la parole, Romain. Merci Patrick et bonjour à tous. Alors je suis ravi d'être là avec vous pour débroussailler un petit peu le secteur agricole suédois. Rapidement, deux mots sur la Chambre de commerce française en Suède. Nous sommes un partenaire opérationnel pour les entreprises françaises souhaitant se développer en Suède avec une offre de gestion salariale, de recrutement de commerciaux locaux, de domiciliation postale et fiscale. Moi, je suis en Suède depuis 2009. J'ai travaillé longtemps en tant que responsable commercial pour un portefeuille multisectoriel, donc, notamment pour des entreprises de ce secteur. Et je suis également breton de Saint-Malo. J'ai vu qu'il y avait des gens d'Atimac et j'en suis content. Et donc voilà. Sans plus attendre, vous voyez donc à l'écran la bête qui nous intéresse, la Suède, pays central de Scandinavie. C'est un grand pays, 450 000 km², donc plus ou moins 4/5 du territoire français. Les villes principales alors, sont Stockholm, la capitale où je suis avec Charlotte, Göteborg sur la côte ouest et Malmö au sud. Si vous tracez un triangle entre ces trois villes qui correspondent plus ou moins à un tiers de la totalité du pays, les 2/3 de la population suédoise y habitent. Le reste, au nord du pays, étant surtout sur le littoral, le long du golfe de Bothniek. C'est une monarchie constitutionnelle, le chef de l'État est le roi avec un pouvoir de représentation, et nous avons un gouvernement dirigé par Stefan Löfven depuis 2014, social-démocrate, plutôt gauche, avec des élections prochainement. La couronne suédoise, donc non, la Suède n'a pas l'euro, c'est plus ou moins avec le cours actuel 10 couronnes pour 1 euro, donc simple pour les conversions. Et une population de un peu plus de 10 millions d'habitants, avec une population en hausse. Le slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau de la région scandinave, c'est toujours intéressant de présenter cette région de façon inclusive. Un prix indépendamment des pays scandinaves sont relativement petits par rapport aux autres pays européens. Toutefois, c'est une région qui est économiquement et culturellement très liée. Et là, on est déjà sur une zone de 27 à 28 millions d'habitants. Au sein de ce pays, cet ensemble de pays, la Suède est le plus important, notamment en taille, mais aussi en population. Ça fait presque le double de ses voisins, chacun des voisins, mais aussi économiquement. La Suède a une croissance de 3,9% en 2021 et un PIB de 474 milliards d'euros. C'est un grand pays industriel avec beaucoup d'industries connues dans le monde entier, Volvo, Ericsson, Ikea. C'est aussi une présentation que j'aime faire de façon inclusive, car entrer dans le marché scandinave, ça peut se faire par plusieurs portes d'entrée, ça peut se faire par plusieurs pays. Les groupes se connaissent entre eux, et parfois, s'il y a une porte qui est plus ou moins fermée sur un pays, on peut toujours passer par l'autre, le voisin, et ainsi rentrer plus facilement dans le pays. Si vous vous attaquez à ce marché, il est très important de mettre en avant des références nordiques, si vous en avez. C'est un grand gage de crédibilité. Sinon, des références dans d'autres pays, principalement la Hollande, l'Allemagne, qui parlent davantage aux acteurs économiques de la région. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on l'a vu, je ne vais pas revenir trop sur la répartition et la densité de la population, juste à savoir qu'on voit ici que le nord du pays est moins densément peuplé, mais pas inexploité commercialement.
Il y a énormément d'industries qui génèrent beaucoup d'argent, qui sont présentes dans le nord du pays. L'industrie, donc, dans le secteur agricole, de l'industrie sylvestre, de la pâte à papier, l'industrie d'extraction et transformation du minerai, aussi des nouvelles technologies qui s'implantent, notamment tout ce qui est data center. Facebook a son data center en fait à Luleå, dans le nord de la Suède. Beaucoup d'énergie renouvelable, notamment l'hydro, mais aussi dans le secteur agricole. J'ai relevé que le groupe espagnol Fertiberia a investi dans une usine de production de fertilisants dans le Norrbotten, un investissement à la hauteur de 1 milliard d'euros. Cette usine sera opérationnelle d'ici 2026 et commencera en fait la production de fertilisants verts en Suède, une production que la Suède n'a pas à l'heure actuelle. Elle est l'un des rares pays à n'en pas avoir. La pyramide des âges, juste rapidement, donc vous voyez, ça correspond plus ou moins à l'ouest de l'Europe. Juste un point sur les origines un petit peu de la population suédoise. Alors, la Suède permet des statistiques par ethnie, ce qu'on ne fait pas la France, par exemple. La population a évolué grandement depuis ces dernières années. La Suède a été traditionnellement un pays d'expatriation, notamment dû à sa pauvreté jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec un problème sur l'alimentation. Aujourd'hui, la Suède est connue pour une politique d'immigration généreuse depuis les années 70 et la population a fortement évolué, notamment pendant les dernières crises migratoires avec l'arrivée de réfugiés syriens et irakiens. La grande partie de cette partie de non-suédois, c'est quand même les Européens et les Nordiques en particulier. Donc les autres, ça correspond à plus ou moins 10%. Slide suivant, s'il vous plaît, Patrick. Patrick. Excusez-moi, j'ai été... Pas de problème. Voilà. Rapidement sur le Covid, alors la Suède a fait couler beaucoup d'encre. Vous en avez entendu parler sur la gestion de sa crise. On n'a pas eu de lockdown ni de restrictions comme en France. À part les seules restrictions qui ont été vraiment mises en place, c'est pour les grands événements de milliers de personnes. Sinon, les commerces, les restaurants, les usines, tout a été ouvert. Alors, ça a eu deux conséquences. La première, c'est que la Suède a plus ou moins pu préserver son économie. On voit que la récession est beaucoup moins important que dans les autres pays scandinaves, mais aussi en Europe. Donc, on est sur un repli de l'ordre de 3%, alors qu'on est plus sur du 6% dans la zone euro. La mauvaise conséquence, par contre, c'est un problème d'image où, avec un taux de mortalité et de contamination très élevé par rapport à ses voisins nordiques, la Suède a été un petit peu ostracisée. Les déplacements ont été très difficiles jusqu'à récemment dans les pays limitrophes. Et l'image de la Suède en a pâti. Aujourd'hui, alors les chiffres ont évolué, on est plus à 75% de vaccinés. On réfléchit également, enfin le gouvernement réfléchit à instaurer un pass sanitaire, mais uniquement pour les événements de plus de 100 personnes. Donc, si vous voulez vous déplacer dans le pays pour rencontrer des prospects, vous pouvez le faire. Donc, une conciliation de la situation sanitaire, mais aussi la poursuite de l'activité économique qui est assez suédois. L'agriculture et l'élevage. Donc, la Suède est un des plus petits marchés alimentaires de l'Union européenne, forcément. C'est une population de 10,2 millions 10 millions d'habitants. Par contre, c'est le plus grand des pays nordiques, et ce, au double. On a vu que la Suède le territoire correspond au 4/5 de la France. 78% du territoire suédois est une zone rurale. Donc 87% des Suédois vivent dans des zones urbaines. C'est principalement ces zones rurales des bois ou des forêts qui sont largement exploitées,
Les forêts suédoises sont parmi les plus jeunes d'Europe parce qu'elles sont coupées tout le temps, elles repoussent tout le temps. Les terres agricoles, elles, correspondent à 7,4% de la surface du pays. Je vous invite à regarder un petit peu les différents graphiques et le deuxième pour voir un petit peu la composition du secteur agricole. Voilà. Un secteur, une filière ressort principalement, c'est la filière laitière. C'est 20% de l'agriculture suédoise, c'est très important. La production, elle, recule un peu depuis l'entrée de de la Suède dans l'Union européenne. Elle est entrée en 1995, principalement dû au fait d'un contexte de compétition à la hausse. C'est une contribution plutôt faible et à l'économie et à l'emploi du pays. L'agriculture, enfin le secteur primaire correspond à 1,3% du PIB suédois, PNB suédois. On est plutôt sur 1,5% au niveau de l'UE 28 et pour l'emploi seulement 1,9%. Niveau technique, on est sur un travail intensif du sol. C'est un territoire, c'est un sol qui est plutôt pauvre, très acide et une large mécanisation. Les pesticides ont fortement diminué entre 2011 et 2019. Ils ont diminué parce qu'il y a des malus à l'achat. Il y a une majoration de l'ordre de 20% sur les pesticides pour essayer d'en diminuer l'usage. Une stratégie en fait, de diminution assez ambitieuse pour le diminuer par 3 l'usage de pesticides à l'hectare. L'usage d'engrais, lui, a connu une forte croissance entre 2010 et 2020, c'est vrai. Une des dynamiques, on va y revenir, c'est le verdissement de l'agriculture. Aujourd'hui, 20% des surfaces agricoles sont labellisées bio en Suède. Et aussi, lié aussi au verdissement, on a une politique de digitalisation du secteur qui est très importante. Les forces de travail actuelles, ce n'est pas très différent par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Les petites exploitations ont diminué au profit des plus larges. Elles sont les plus grandes et moins de monde s'en occupe. Pour les agriculteurs suédois et la population agricole, c'est un âge plutôt élevé, autour de 54 ans pour les 3/4. Mais avec des revenus en hausse, donc 14% entre 2010 et 2019, ce qui est plus faible par rapport à l'UE, on est plutôt sur l'ordre de 25%. À noter ici la dépendance des subventions agricoles. Je vous invite maintenant à regarder cette carte des différents climats en Suède. Vous le voyez que 60% des terres arables sont situées dans la partie sud du pays, plus ou moins au triangle dans lequel on estime que les 2/3 des Suédois vivent. Donc deux climats, le climat océanique et le climat continental humide a été chaud. Au-dessus, il y a très peu d'exploitation agricole. C'est assez marginal par rapport à l'ensemble du territoire. Dans les 4 régions du Nord, qui représentent quasiment la totalité du Nord, seulement 7% des terres sont cultivées, donc plus ou moins ce qui correspondrait à l'Île-de-France, tout territoire. Les pommes de terre, elles, qui est un aliment qui est très important culturellement en fait, en Suède, sont cultivées dans tout le pays. On peut passer au salut suivant, Patrick. Le zoom bovin. Un secteur important. Donc, le cheptel bovin suédois, aujourd'hui, c'est un cheptel de 1,5 million de têtes. Il a fortement diminué depuis, on va dire, l'an 2000, de l'ordre de 13,7%. Sur la même période, la France, ce n'était que 0,06%. Les races bovines suédoises, que ce soit laitières ou races de viande, sont exclusivement suédoises ou nordiques. Ici, nous avons le Almogekol, Bohuskalla, Fial, Pie rouge de Suède, Ringamala et la rouge de Suède. Il n'y a pas eu de nouvelle introduction de races laitières en Suède depuis 20 ans. L'élevage laitier est important, donc on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est 21%, voire 20%, 20 à 21% de l'agriculture totale. Elle est dominée par une coopérative Arla. Le secteur de la viande, lui,
est plutôt dominée par HKScan. Il n'y a plus de coopérative pour la filière viande des bovins en Suède. Elle existait jusqu'en 2017. C'était une coopérative qui s'appelait Svensk Kött. Seulement, ils ont vendu leur activité d'abattage justement au géant HKScan qui s'occupe de la transformation. Et ils ont dû aussi mettre fin en fait, à l'existence de ces coopératives après de nombreux scandales liés au bien-être animal. HKScan, aujourd'hui, c'est un transformateur, mais c'est un groupe qui est énorme, qui a aussi une main sur l'élevage et une main sur la génétique. Donc, un acteur de poids pour ceux qui sont acteurs dans cette filière. Au niveau de la consommation, les Suédois sont des grands consommateurs de viande, le 4e au monde, avec entre 75 et 80 kilos de viande par tête par an. Au-dessus d'eux, on a les États-Unis, l'Argentine et le Luxembourg. La viande de bœuf, elle, est populaire, donc 22,5 kg par personne par an. Une baisse légère, mais plus ou moins stable. Les viandes suédoises, elles, représentent pour le secteur bovin 55% en 2018 et sont en hausse de près de 5% par an depuis 2014. Donc de plus en plus de viande suédoise sur les étals. Slide suivant. Le zoom porcin, alors une race, une viande populaire en Suède, mais qui a largement décliné. Aujourd'hui, c'est la viande la plus consommée en Suède, avec presque 30 kg, mais il y a 10 ans, elle était à 37,4 kg. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins que le citoyen européen moyen. Le nombre de porcs a largement diminué en Suède par rapport à la France sous la période 99-2020, de l'ordre de 51,8%. Et il est important de noter qu'ici, sur la zone scandinave, il y a un acteur de poids pour le zoom porcin, et c'est le Danemark. En Suède, nous avons 1,2 million de têtes pour le cheptel porcin. Au Danemark, pourtant largement plus petit, c'est 29 millions de têtes. Le porc, c'est une question qui revient assez de façon récurrente dans les débats suédois, notamment en opposition au porc danois, où le porc suédois essaye de se positionner comme une filière qualitative avec le bien-être animal mis en avant, une bonne hygiène au niveau des éleveurs et au niveau des élevages. Pour leur cheptel, alors que le Danemark, lui, est souvent pointé du doigt pour l'administration massive de médicaments, notamment les antibiotiques, qui est un sujet sensible ici en Suède, mais aussi avec des mauvaises conditions d'élevage, trop peu de mètres carrés par bête. Slide suivant. L'aviculture, alors l'aviculture en Suède, la production augmente. Elle augmente pour deux raisons. Alors la production est drivée bien sûr par la consommation, et la consommation parce que les Suédois cherchent un mode de vie plus sain, et la viande blanche est mise en avant, mais c'est aussi une viande avec un impact moindre sur l'environnement. Donc aujourd'hui on le voit, la population de volaille augmente de 18,5% en Suède, plutôt au profit de grandes exploitations. Et c'est également les seuls animaux vivants qui sont importés en Suède pour la reproduction. La Suède n'a pas de stratégie de reproduction de poulets. Et la plupart d'entre eux sont apportés directement de Grande-Bretagne ou même des États-Unis. Donc avec le Brexit, peut-être que ce sera une opportunité de développement en Suède. L'aviculture en Suède, c'est essentiellement des poulets, de l'ordre de 97%. Le reste, je ne l'ai pas noté, mais c'est plutôt de la dinde. Mais ça reste un petit peu marginal encore aujourd'hui. Alors, un zoom discret, c'est le zoom caprin et ovin.
C'est une viande qui est peu consommée, mais plus ou moins de la même manière que le citoyen européen moyen. Traditionnellement, c'est une viande qui est également avec des élevages locaux sur l'île de Gotland, donc l'île suédoise au milieu de la Baltique, et peut-être un petit peu dans le Jämtland, une autre région un petit peu au nord de la Suède. On l'a vu un petit peu plus tôt avec les changements de population suédoise, c'est une viande qui redevient un petit peu plus populaire, avec une demande de la part de populations qui viennent de régions où la viande d'agneau et de mouton est plus consommée. Toutefois, aujourd'hui, ça reste encore vraiment marginal, mais on voit une dynamique d'augmentation de la production, à voir où ça mènera à terme. L'aquaculture. Alors, je sais que quand on parle Suède, on parle Scandinavie, on imagine tout de suite saumon. Je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais la Suède ne produit quasiment pas de saumon. La Suède produit de la truite arc-en-ciel, principalement, 88%, de l'ongle chevalier, qui est un poisson populaire, de l'ordre de 10%, mais pas de saumon. Pourquoi ? Parce que la Suède est dépendante au niveau des eaux de la mer Baltique. Et la mer Baltique est une mer qui est extrêmement polluée, notamment en métaux lourds. Aujourd'hui, le poisson de la mer Baltique, le saumon d'élevage suédois, qui existe mais de façon marginale, est déconseillé à la consommation, par exemple, aux femmes enceintes. Donc pour le porc, nous avions le Danemark. Pour le saumon, on a la Norvège, qui est le principal producteur régional de saumon d'élevage. En guise de comparaison, l'aquaculture suédoise a produit 12 834 tonnes de poissons en 2017. La Norvège, elle, c'était de l'ordre de 650 000 tonnes en 2017. C'est une consommation qui augmente en Suède, donc la production également, à tel point aussi que la Suède souhaite devenir plus indépendante et se dédouaner un petit peu des importations du saumon norvégien. Et en novembre actuellement, a démarré un énorme projet sur Säffle, une ville qui est sur l'ouest de la Suède, qui va être la plus grande ferme d'élevage de saumon à terre en Europe ou peut-être au monde, ça c'est à vérifier. C'est une usine de production de 60 000 mètres carrés, un énorme site, et qui produira à terme 10 000 tonnes de poissons par an, et qui viendra satisfaire un cinquième, l'ordre de 20% de la consommation annuelle de saumon en Suède. Sur les techniques un peu utilisées sur ce projet, on voit beaucoup de choses qui tiennent à cœur aux Suédois, et notamment au secteur agricole suédois. C'est indépendance de la production, mais aussi nouvelles techniques qui permettent également un impact environnemental limité sur ce projet. Les céréales. Alors, la céréale suédoise, c'est principalement dans le sud du pays, dans les grandes plaines de Scanie, du Östergötland et autour d'Uppsala, un petit peu au nord de Stockholm. Une production de 5 millions de tonnes annuelles, enfin plutôt 6 même aujourd'hui. La Suède est autosuffisante en matière de céréales et l'excédent est exporté surtout vers les pays limitrophes. Un excédent qui a diminué au fil du temps, puisque la Suède a une stratégie de production de bioéthanol, et les céréales nationales, mais pas que, sont utilisées dans cette production. On parle principalement de 3 céréales différentes en Suède, donc le blé en premier lieu, qui est suivi par l'orge et le seigle. Le secteur agricole, enfin le secteur céréalier suédois est dominé par une grande coopérative qui s'appelle Lantmännen Cerealia, qui a le monopole en fait sur le marché et qui est presque une porte d'entrée unique quand on veut approcher ce secteur. Mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard
au niveau des opportunités. Juste un regard sur le graphique où on voit 2018 et une chute notable dans la production de céréales. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Mais 2018, ça met en lumière les nouveaux défis auxquels l'agriculture suédoise est confrontée, celle du changement climatique. 2018, ça a été une année exécrable, tant au niveau des précipitations violentes, mais aussi d'un épisode de sécheresse mémorable. 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée durant cette année. Mais là encore, on va y revenir un peu plus tard au niveau des opportunités. Zoom fruits et légumes, donc là encore, qui est dominé par l'entrepreneuriat. Je ne vais pas m'y arrêter très longuement. La production locale est limitée. C'est un climat dur pour avoir une diversité de fruits et légumes. Donc les fruits, on est plutôt sur des fruits de verger, pommes, poires, prunes. Les fraises également suédoises à l'été sont très produites et consommées. Pour les légumes, on est plutôt sur de la pomme, de la carotte, des oignons. Ça ne va pas durer longtemps. Beaucoup de choux et autres tubercules. La production augmente. Les Suédois mangent de plus en plus de fruits et légumes et sont de plus en plus sensibles également à une production locale. Donc, c'est là une diminution un petit peu des importations, sauf pour les aliments un petit peu exotiques et les super aliments qui sont très populaires auprès des Suédois. On peut passer au prochain, Patrick. Ouais, si vous voulez bien. Donc, ça passe pas avec des flèches. Voilà. Pour le Zoom segmentation qualitative, on va beaucoup parler du bio. C'est un vrai sujet en Suède et une vraie stratégie. 20% du total des terres agricoles suédoises sont certifiées bio de façon assez hétérogène en fonction des régions. Ça concerne surtout le lait, les céréales et les oléagineux, les légumineuses, les poulets de chair et les œufs. Voilà, c'est les principaux produits concernés par la réglementation et le label bio. Des financements publics modérés de l'ordre de 3,3 millions d'euros par an. Et là où il faut s'arrêter un petit peu, c'est surtout sur la filière laitière qui augmente fortement sa production bio depuis 2013. Aujourd'hui, presque 20% de la production labellisée bio pour la filière laitière en France, c'est de l'ordre de 1,9%. C'est un marché important qui augmente en valeur et également en valeur d'export pour la Suède. Un autre label important concerne les ports suédois. C'est lié un petit peu à ce dont je parlais pour le port danois, qui est mis en exergue un petit peu par les consommateurs et les producteurs suédois, où un label a été créé qui s'appelle Svensk Sigill, donc le label suédois, littéralement, qui règle l'alimentation des porcs, donc 5% de soja minimum, et de soja sourcé de manière responsable. Donc, les Suédois utilisent des standards Proterra et RTRS pour ceci. Le label Svensk Sigill est également un label qui rassure un peu les consommateurs qui sont inquiets en Suède face à la peste porcine en Europe. Quand elle est arrivée en Belgique et dans le nord de la France il y a quelques années, ça a été un petit peu un vent de panique en Suède. Les éleveurs voulaient à tout prix protéger leurs élevages. Donc ça s'est traduit notamment par de grandes battues pour diminuer les populations de sangliers. Et là, le label Svensk Sigill a joué un rôle important. Le bien-être animal, une priorité portée par la Suède à l'international aussi quand ils veulent se présenter, mais aussi qui est devenue une priorité des consommateurs. On a vu que la principale coopérative pour la viande suédoise est tombée pour des entraves au bien-être animal.
Aujourd'hui, les principales mesures mises en avant, c'est l'interdiction de la section partielle des queues des porcins. La pose d'anneaux dans le nez est également interdite. Ensuite, l'argument de taille, ça va être les surfaces minimales du parc d'une truie allaitante, mais pour les autres animaux, c'est pas aussi, qui est de l'ordre de 7 mètres carrés en Suède, alors qu'en Union européenne, on est plus sur l'ordre de 2,2 mètres carrés. C'est les 3 labels que l'on voit bleu et jaune en bas de le slide, donc Kött från Sverige, viande de Suède, från Sverige de Suède et Mjölk från Sverige, le lait de Suède. C'est des labels qui ont été lancés par le gouvernement suédois et on les retrouve maintenant plus ou moins partout sur les étals. Ça remplace parfois le bio pour les consommateurs. C'est important de noter ici que le prix en Suède, pour les consommateurs, n'est pas forcément un problème. Les Suédois veulent bien mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une meilleure qualité, et notamment pour les produits issus de l'agroalimentaire, où 70% aujourd'hui des Suédois acceptent de payer un surcoût pour un de ces labels. Le zoom génétique. Alors ici, le zoom génétique, on va surtout parler du secteur porcin. L'importation des animaux vivants d'élevage, donc les bovins, caprins et porcs, est fortement limitée en Suède. Les volailles sont l'exception, on l'a vu. Et ces exigences en matière d'importation d'animaux vivants sont élaborées par la SDS, qui est le programme de lutte contre les maladies, qui vient compléter en fait les exigences officielles et légales du ministère suédois de l'Agriculture, qui se base lui sur la législation européenne. Les importations d'animaux vivants sont marginales. Pour les porcs, les importations, c'est uniquement pour la reproduction de semences, et ça vient d'une provenance unique de Norvège par l'intermédiaire de l'entreprise Two Pigs Nordsvin. En 2019, 150 bêtes seulement ont été importées. Pour les bovins, je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas eu d'importation de nouvelles races laitières depuis 20 ans en Suède. Les importations sont vraiment marginales et proviennent également de la région nordique. Donc, on parle de 35 bêtes importées en 2019. Donc, le développement de nouvelles matériels génétiques se fait exclusivement en Suède par les embryons et les semences. Pour le marché porcin qui est majoritairement concerné, les programmes de reproduction sont élaborés par la coopérative Svenska Köttföretagen. Et là, les distributeurs de matériel génétique vont être Two Pigs Nordsvin et Nordex Genetics. Il y a un acteur dominant sur le marché suédois nordique pour le marché, surtout le marché bovin. C'est la coopérative Viking Genetics. Alors, je ne sais pas si on a des gens de... Je pense qu'on a des gens de Évolution avec nous. Oui. Mais voilà, Viking Genetics a été l'un des fondateurs pour la création de la coopérative européenne Arcowin, avec l'allemand Masterind et le breton Évolution. Au niveau des races de porcs ici, très rapidement, c'est surtout des Landrace X Large White et des Vera Hampshire, un petit peu de Duroc et de Large White Hampshire. Au slide suivant, s'il te plaît, Patrick. Oui, les programmes gouvernementaux. On en est à notre troisième. Aujourd'hui, le premier de 2007 à 2013, ça a été plutôt pour la promotion des zones rurales en tant que secteur d'activité et le développement de l'agriculture traditionnelle. Le deuxième qui a suivi avait une dimension un peu plus vertueuse de l'environnement, avec une politique de décarbonisation en fait, des secteurs, qui a surtout touché la sylviculture. Aujourd'hui, la stratégie en place, c'est davantage, donc qui dure jusqu'en 2030, ça va être du soutien pour créer une agriculture locale et davantage en fait, d'indépendance
par rapport aux importations, notamment à la production, mais aussi à la chaîne d'approvisionnement. Donc, on part là plus d'une perspective consommateur et essayer de répondre le plus possible à la demande locale. Au niveau des politiques européennes, je ne vais pas y revenir très, très longuement. Elle est là, elle est importante. Jusqu'en 2020, c'était 6,6 milliards d'euros qui ont été investis à travers la PAC en Suède. Alors voilà, on a vu, donc brièvement, j'ai essayé de vous établir un petit peu le tableau de l'agriculture suédoise. Maintenant, qu'est-ce que ça représente en termes d'opportunités pour les entreprises? Je pense qu'on peut conclure qu'aujourd'hui, le défi de l'agriculture suédoise, c'est de contrôler la résilience de la production, en assurer sa rentabilité, mais en même temps procéder à sa verdification. Alors, je ne sais pas si le mot existe, mais voilà, je pense que vous l'aurez tous compris. C'est un procédé qui est bien en cours pour s'assurer le soutien des citoyens suédois. C'est important à leur agriculture nationale, puisque l'agriculture a été montrée du doigt pendant des décennies comme l'un des principaux secteurs polluants, nuisibles à l'environnement et à la biodiversité. Et là, la coopérative Lantmännen a un vrai travail d'éducation, tant au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau de ses membres pour travailler en ce sens. D'un autre côté, ce processus, pour devenir plus vert, doit faire face à un enjeu de taille, c'est celui du changement climatique. Ça se réduit par des précipitations qui deviennent de plus en plus violentes, mettant l'agriculture suédoise face à un risque accru d'inondation, qui était pourtant historiquement bas. Les périodes de sécheresse augmentent également. Je parlais notamment des importants feux de forêt. 2018 a été un record, mais ce n'était pas la seule année. Donc, pour concilier ce modèle et les pistes suivies par les acteurs de l'agriculture suédoise, ça va être la digitalisation du secteur. C'est souvent présenté comme une révolution similaire à celle de la mécanisation de l'agriculture. Les opportunités qui s'ouvrent pour l'agritech avec la numérisation des exploitations agricoles, qui permettent de fournir des données à une infrastructure, qui évalue en fait les différentes permanences, les différents systèmes, les machines et les stratégies agricoles, donc le smart farming, sont importantes. Les alternatives aux énergies fossiles, oui. Ça a longtemps été un problème sur lequel le secteur agricole s'est penché. Donc, essayer de régler sa dépendance aux énergies fossiles sans pour autant avoir pu le résoudre totalement. Les énergies existent, donc le bioéthanol, mais c'est souvent plus cher que les énergies fossiles. La conversion des machines agricoles, c'est un procédé compliqué et assez cher pour les exploitants. Donc aujourd'hui, il existe un réel intérêt pour les nouvelles machines qui fonctionnent au bioéthanol, mais aussi, surtout, à l'électricité. Donc l'automatisation de la production, les machines électriques font de l'électricité un candidat de choix, mais également pour les entreprises qui auraient des solutions pour la production d'électricité sur site, c'est des solutions qui sont demandées. Au niveau des engrais, donc la valorisation des engrais, une production plus verte, c'est important. Donc ici, l'intensification en Suède et la spécialisation en agriculture a été largement possible grâce aux engrais minéraux. Mais la production de ces engrais nécessite beaucoup d'énergie fossile et la dépendance à l'égard de cette énergie doit être réduite. Donc on voit, c'est pourquoi Fertiberia a aussi investi en Suède. L'un des principaux défis, en fait, ici, consiste à fournir aux agriculteurs des outils rapides et faciles pour pouvoir mesurer la teneur en éléments nutritifs pour les végétaux, pour le fumier et les nutriments. Les agriculteurs ont également des besoins assez techniques d'application pour pouvoir doser le fumier en fonction des besoins de la culture. Donc ici, je vais revenir un petit peu sur la gestion du fumier qui revient fréquemment, parce que les émissions de gaz à effet de serre, donc le méthane et le protoxyde d'azote, qui proviennent en grande partie de l'agriculture, sont difficiles à contrôler et mesurer. Les défis à relever aujourd'hui, c'est un manque de connaissances sur les mesures et les techniques qui peuvent réduire l'impact climatique et qui ont le potentiel également d'être rapidement appliquées. Donc les mesures et les techniques qui peuvent réduire ces émissions de gaz à effet de serre doivent également permettre de réduire les émissions d'ammoniac
qui proviennent de la gestion du fumier. La santé animale, on l'a vu, est bonne en Suède, mais elle n'est pas parfaite. Le risque existe, puisque la Suède a des politiques assez restrictives pour l'administration d'antibiotiques et de médicaments. Toute technologie qui permet de surveiller, prévenir et contrôler les maladies au sein d'un cheptel ont un potentiel de percer le marché. Également, pour conjuguer la limitation de l'impact climatique de l'élevage et une stabilité de la production, toute solution qui permette d'assurer une meilleure reproduction, l'amélioration de la fertilité et de la santé animale sont demandées. Également, bien sûr, la réduction de la mortalité. Un problème qui est mis en avant par la filière laitière, donc 20% encore de l'agriculture suédoise, c'est le stress thermique des vaches, qui devient un problème, qui est lié encore là au réchauffement climatique, et les solutions sont demandées. Enfin, alors 2 points encore qui sont à noter, c'est la modernisation des étables. S'il y a des technologies qui permettent de faire de l'étable, de limiter son impact climatique, c'est important. Là encore, pour la gestion du fumier, surtout pour les grands élevages, pour pouvoir diminuer les émissions d'ammoniac. Et enfin, un nouveau problème pour les Suédois, c'est la gestion de l'eau. Dans certaines parties de la Suède, les agriculteurs connaissent déjà des précipitations plus abondantes, des sécheresses plus fréquentes, et ils ont un besoin de grandes solutions techniques pour exploiter les excédents d'eau et la recycler. De plus en plus souvent, il est également nécessaire d'investir dans les systèmes de drainage et d'irrigation, car pour la moitié des terres arables suédoises, le drainage doit fonctionner pour que l'agriculture puisse se développer. Donc là encore, on peut demander un apport de solution. Est-ce qu'on a le slide suivant? Rapidement, c'est un retour sur l'agritech. Dans l'agritech, on a les différents éléments dont je viens de discuter. Donc, digitalisation du secteur, modernisation des étables, modernisation de la production et gestion de l'eau. Donc ça, c'est pour l'agritech. Si vous avez des solutions, les Suédois peuvent être intéressés. Les homologations et certifications, alors c'est assez simple, hein. La Suède est un pays de l'Union européenne, donc, et du marché commun. Les principales exigences, on en a discuté, c'est plutôt pour l'importation d'animaux vivants et de matériel génétique, où là c'est un véritable écueil pour pouvoir percer le marché. Pour l'agriculture bio, c'est le règlement C834 qui est en vigueur, donc j'imagine que vous le connaissez, et à ce stade, pas de problème. C'est assez simple, une fois le partenaire identifié, de lancer ses produits. En Suède, il n'y a pas beaucoup de travail, et souvent le distributeur peut le faire à votre place. Voilà, je crois que c'était mon dernier slide, Patrick, avant de passer. Oui, tout à fait. Merci, merci Romain. Pour celles qui le souhaitent, s'il y a des questions complémentaires que vous souhaitez poser, je ne l'ai pas dit en mode introductif, mais vous pouvez le faire sur discussion ou questions-réponses. Je rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, hein, donc il sera disponible avec le PowerPoint sur le site de Bretagne Commerce International, comme tous les webinaires ou ateliers qu'on organise chaque année. Je regarde discussion, questions-réponses, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, si vous le voulez bien, de toute façon, si vous voulez poser une question, hein, vous la posez même maintenant pendant l'intervention de Charlotte, et je l'adresse ensuite soit à Romain, soit à Charlotte. Donc, je vais passer la parole à Charlotte, qui dirige le bureau Scandi-Bureau, hein, Charlotte franco-suédoise, et qui va nous faire un retour d'expérience, je dirais, hein, sur les us et coutumes dans le business avec nos amis suédois. Charlotte, je te passe la parole et je change de slide. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Comment bien intégrer le marché suédois? Scandi-Bureau. Bonjour, bonjour. Donc, je vais essayer d'aller très vite pour qu'on puisse passer aux questions-réponses. Déjà, je voulais me présenter, donc Charlotte Moncalm.
Ah, là, il y a un double avec le micro de Patrick, je pense. Non, c'est bon? Alors, je travaille en binôme très régulièrement avec Romain de la Chambre de commerce et nous formons, justement, nous sommes là pour vous accompagner de façon opérationnelle sur le marché nordique. Et Scandi-Bureau, nous existons depuis plus de 30 ans et j'habite personnellement en Suède depuis 11 ans. Et nous sommes situés dans les mêmes locaux que la Chambre de commerce pour justement optimiser la collaboration. Donc, pourquoi la Suède? Alors, déjà, la Suède, c'est un pays qui est vraiment tourné vers tout ce qui est avenir et nouvelles technologies et qui a un sens assez fort des affaires. La Suède est un pays qui donc, où la fiscalité est attractive. Le gouvernement suédois est très proactif pour mettre en place donc, des relations d'affaires et un terrain favorable justement pour développer les relations d'affaires. Et les relations d'affaires entre la France et la Suède sont de longue date et fructueuses depuis de nombreuses années. Donc l'accès à l'Union européenne, évidemment, pour la Suède. Et comme Romain l'a dit précédemment, la Suède est donc, quand on rentre en Suède, ça peut être un point d'entrée pour le reste de la zone nordique, tout comme rentrer sur d'autres pays. Donc, Scandi-Bureau, nous travaillons sur toute la zone nordique. Et il y a des personnes de chez Scandi-Bureau, chacune, et j'ai un salarié danois, un salarié finlandais et des salariés suédois. Donc, on a de quoi vous accompagner au mieux sur le marché. Donc, autrement, par rapport pour la Suède, le fait aussi que l'économie suédoise est très stable et durable sur le long terme. Donc ça, ce sont des aspects qui sont très importants pour une société qui veut essayer de se développer sur le marché. Il y a aussi, donc, comme ça a déjà été dit, beaucoup d'appétence pour la technologie et l'innovation et tout ce qui est recherche et développement, nouvelles technologies. Voilà, on peut passer, Patrick, à la slide suivante. Les relations d'affaires sont basées beaucoup sur les relations bilatérales, sur les relations long terme. Est très important quand on vient en Suède ou quand on vient en zone nordique de mettre en avant le fait que ce n'est pas un essai et que c'est vraiment quelque chose où vous souhaitez venir vous développer en zone nordique et développer des collaborations de long terme avec vos partenaires locaux. La confiance, les Nordiques de base vont vous faire confiance, mais elle se construit. Il est important de se mettre dans une situation où, typiquement, d'avoir un site internet en anglais, d'avoir une présentation en anglais qui présente vos produits, qui font en sorte qu'eux vont être sur une base de confiance dès le début de la discussion. La flexibilité, donc ça, tout comme les Français, les Nordiques sont à la recherche de produits ou de solutions flexibles par rapport à leurs besoins spécifiques. Et l'innovation, donc ça c'est quelque chose qui est très important chez les Nordiques. Ils sont à la recherche toujours dans l'amélioration et l'innovation et des nouvelles technologies par rapport à tous les secteurs d'activité. Tout ce qui est négociation, alors ça c'est très important lorsque vous rentrez en discussion avec des Nordiques. N'oubliez pas qu'ils ne sont absolument pas joueurs dans le business. Ils vont être très joueurs pour tout ce qui est sport et autres, mais dans la relation d'affaires, il est extrêmement important dès le départ de partir sur une collaboration et une relation gagnant-gagnant pour les deux. Et il faut être très transparent dès le départ, il faut faire très attention, ils appréhendent tout ce qui est... Il ne faut pas du tout parler d'implicite, il faut être très explicite avec tout ce que vous présentez. L'humilité, la modestie, le fait que vous puissiez avoir des très bonnes technologies, il faut les présenter de façon assez humble. Slide suivante. J'essaye d'aller vite pour qu'on puisse après avoir des discussions. Oui, pardon. Donc, le changement, les Nordiques, si je dois comparer avec les Français, les Nordiques sont toujours dans le changement par anticipation. Ils vont toujours essayer d'améliorer des technologies, une production, un savoir-faire.
qui, même si ça fonctionne, ils vont toujours être en mode tenter de changer et d'améliorer leur production et la façon de collaborer, voilà, en général. Pardon. Suivant. Donc, éviter le conflit, ça c'est quelque chose, les Nordiques, dès qu'on commence, la façon dont nous, Français, on va un peu être euphorique, s'emporter, être discuter de façon un peu animée, c'est quelque chose qui leur fait peur, qui les met en situation de retrait. Et ce qui est bien avec la pandémie, c'est que nous, les Français, on a appris à travailler derrière un écran et avoir des premières relations en visio, ce qui fait que les Nordiques appréhendent moins de rencontrer et d'avoir des discussions avec des nouveaux partenaires. Et je vois qu'il y a eu des opportunités énormes qui se sont faites là pendant la pandémie. Le fait que les Français, le premier contact, le fait que le Français ne vienne pas physiquement chez les Nordiques fait qu'il y a d'abord un premier échange qui met en place une situation de confiance, qui crée une relation qui est d'égal à égal, avec donc, comme je disais tout à l'heure, gagnant-gagnant. Et je pense que c'est un terrain qui va améliorer les relations bilatérales franco-suédoises. Voilà, donc j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Scandi Bureau, nous nous sommes spécialisés dans tout ce qui est opérationnel. On va vous aider, par exemple, à regarder votre site Internet ou à vous aider à faire une présentation spécifique par rapport à une introduction sur le marché. On va être soit interprète lors de réunions, on vous accompagne beaucoup pour préparer la réunion, justement, que vous puissiez nous la présenter, qu'on vous regarde votre façon de vous présenter avec un regard nordique. Et ça, c'est quelque chose, étant donné que les Nordiques sont, on a tendance à dire qu'il y a beaucoup de similarités, mais il faut faire très attention à certains aspects. Et c'est ce que Scandi Bureau et la Chambre de commerce, nous pouvons vous aider à faire au démarrage. Et après, selon vos besoins, on est là pour vous accompagner. Merci. Charlotte. Merci Romain. Je regarde en discussion, questions-réponses, il n'y a rien qui apparaît, donc vous avez été clair. Je rappelle que tout ce webinaire, le PowerPoint seront en ligne, première chose. Deuxième chose, si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Romain, avec Charlotte, il y a deux possibilités. Vous vous rapprochez d'Isabelle Collin, que vous connaissez, qui est votre référente chargée d'affaires agricole, production animale, production végétale, ici en interne, ou vous allez directement sur le site de Bretagne Commerce International et vous cliquez, vous connectez directement avec Romain et Charlotte et vous pouvez… Ah, il y a Philippe Griot qui nous pose une question. Quels sont les salons agricoles de premier plan en Scandinavie et en Suède? Il doit y avoir beaucoup de salons régionaux ou autres, mais quel est quels sont les salons importants quand on veut s'intéresser à cette zone? Merci Philippe pour cette question. Il y en a surtout un qui a lieu en Suède, mais qui est le plus grand pour la région nordique, c'est Elmia. Elmia, en fait, c'est un ensemble de salons différents qui se tient à Jönköping en Suède. Et il y a différents secteurs. Alors, il y en a un sur l'industrie sylvestre qui fait partie de l'agriculture, un sur les machines agricoles et un autre plus généralement sur Elmia Landbruk. Après, en Suède, je pourrais regarder si vous voulez une réponse plus développée. Il y a aussi beaucoup de plus petits salons qui sont plus sectoriels, plus discrets. Je pourrais regarder et puis revenir vers vous avec une réponse plus complète si vous le souhaitez. OK. Deux questions qui viennent d'arriver. Valérie Moisan, oui, intéressée également. Donc là, c'est pour le salon. Je note, on vous fera suivre tout ça. On vous fera suivre tout ça avec Karel ou avec Isabelle Collin. Isabelle Moisan. Et je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée. Non. Non, je pense que c'est bon. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie également, bien évidemment, Romain et Charlotte. On est resté dans le timing. Il est 11h moins 20. Ça a duré 1 heure. Toutes ces infos, donc, je le redis une dernière fois, sont en ligne sur le site BCI. Les coordonnées de Romain, les coordonnées de Charlotte sont en ligne sur le site BCI.
Nous sommes, nous, ici, à Bessy, à votre disposition, en particulier au travers de Isabelle Collin, votre chargée d'affaires référente pour les affaires agricoles élevage. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire les mardis de l'Agri. Hein, pareil, la programmation, tout est sur notre site web. Une dernière question qui vient d'arriver. Non, c'est juste merci de la part de Valérie Moisan. Donc, bonne journée à tous. Prenez soin de vous et ne prenez pas froid parce que les températures chutent un peu partout. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.